Très chers internautes, mesdames et messieurs, recevez respectueusement et respectivement par ma voix, salutations les plus cordiales de toute l'équipe numérique du NMP. Le NMP, évidemment, vous le savez, c'est le nouveau mouvement populaire, un parti politique panafricaniste. Désormais, je suis très heureux de vous l'annoncer, vous êtes plus de 13 000 personnes qui avaient décidé de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous en sommes très honorés et nous l'interprétons comme un contrat de confiance et une responsabilité pédagogique et géopolitique pour continuer, comme nous le faisons depuis un certain temps, à analyser la situation, l'actualité politique et géopolitique, aussi bien au niveau national, continental qu'international. Je voudrais vous inviter humblement à vous abonner massivement à la chaîne WhatsApp du parti, dont le lien est fourni en description. Ce jour, une fois encore, très chers internautes, nous recevons une fois de plus le président Bandakani dans le cadre d'une interview sur une thématique spécifique. Pour présenter cette interview, je suis M. Nguesio Ghislain, à votre service évidemment. Je ne serai pas seul, je me ferai accompagner par le camarade et co-présentateur M. Diengale Eugène, à qui je voudrais adresser une salutation particulière. M. Diengale, bonjour. Bonjour M. Nguesio Ghislain, c'est un plaisir de présenter cette édition encore en co-modération avec vous. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est l'occasion pour nous de rappeler à nos internautes que dorénavant, le nouveau mouvement populaire a aussi une chaîne WhatsApp. Donc, les effigies sont en description et nous espérons que la confiance qu'ils nous feront sur notre chaîne YouTube sera renouvelée cette fois-ci sur notre chaîne WhatsApp. Logiquement, cela devrait l'être. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Ghislain. Monsieur Diengale, vous n'avez pas salué le Président? Le président national du mouvement populaire. Effectivement. Donc, vous savez, il a toujours nos salutations. Il n'y a pas de jour politique sans jeu spiritualité. N'est-ce pas? Monsieur le Président, c'est un plaisir de vous recevoir une fois de plus pour cette nouvelle édition. Bonjour, Monsieur le Président. Le plaisir est partagé puisque vous reprenez sous forme de slogan un des principes cardinaux de notre combat. À savoir qu'il n'y a pas de géopolitique sans géospiritualité. Bien sûr, Monsieur le Président. Ça fait plaisir. Vous en faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est une dynamique concrète, Monsieur le Président. Très concrète, oui, évidemment, mais bon, il faut être en capacité de suivre le rythme. Surtout que la géopolitique cache la géospiritualité. Et elle renvoie la géospiritualité en dessous de la surface et on voit plus la géopolitique. Bon, il faut creuser un peu pour saisir le fil de la géopolitique qui gouverne la géospiritualité, qui gouverne la géopolitique. Mais bon, on aura l'occasion de développer ça, si Dieu le veut, dans l'avenir. Un avenir que nous espérons très proche, Monsieur le Président. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Monsieur le Président Bandakani, l'interview de ce jour, comme nous l'avons indiqué à l'entame, a une thématique particulière. Nous voulons ici, ce soir, dans le cadre de ce travail particulier, évoquer les troubles dans les DROM, comme DROM, évidemment, c'est département et région d'outre-mer, et comme c'est collectivité d'outre-mer, pour poser la question de savoir s'il s'agit en fait d'une simple révolte ou alors d'un véritable mouvement de décolonisation. Mais comme nous le savons, et vous avez habitué nos internautes à cela, vous avez souvent le réflexe, pour ne pas dire l'habitude, de prendre la peine d'évoquer dans l'entame de nos interviews un sujet qui vous semble nécessaire, sur lequel vous voulez passer un message particulier. Je pense que cette fois-ci, vous ne dérogerez pas à la règle. Monsieur le Président, si vous avez un sujet d'accueil, je pense que nos internautes seront très honorés de vous écouter sur ce sujet en question. Bon, j'avais des inquiétudes pour notre ami et frère Kémy Séba. Le panafricaniste, je crois. Oui, je crois qu'il est libre. Non? Il est libre. Je vais creuser pour savoir. Je crois que si mes dernières informations sont bonnes, il est libre. Mais ce qui est le plus important, c'est de voir que notre frère Kémy Séba, il est constamment arrêté en France et relâché. Il est déchu de sa nationalité. Mais quand il vient au Cameroun, il est sécurisé. Il est sécurisé et il peut dire tout ce qu'il veut du président Paul Biya. On ne le touche pas. Il est sécurisé et il repart tranquillement. Je profite de ça pour rappeler ces faits-là qui paraissent anodins, mais qui ne le sont pas. Quand on veut approfondir les faux clivages qui sont entretenus, et qui d'ailleurs pour certains servent de paradigme pour déterminer
les camps panafricanistes soi-disant. Je constate que la France, qui est la plus grande démocratie mondiale, qui est la terre des Lumières, etc., est en incapacité de supporter les opinions, l'expression des opinions d'un Français, qu'on va des choix de sa nationalité, parce qu'il a des positions qui ne plaisent pas au discours officiel de la France, aux intérêts officiels de la France, et qu'on va arrêter de temps en temps. On va dire qu'il est entré illégalement, on n'arrive pas à démontrer, après il est relâché. Il brûle son passeport en France. Il n'est pas arrêté sur place. Il vient en France avec un passeport diplomatique du Niger, il est arrêté. La France n'arrive pas à justifier ses arrestations et après, bon, si ce que j'ai appris est vrai, il serait libre, tant mieux pour nous. Mais simplement, M. Kémy Séba n'a jamais vécu cette tribulation quand il vient au Cameroun. Je voudrais insister là-dessus. Jamais il n'a vécu cette tribulation quand il vient au Cameroun. Peut-être qu'il vient au Cameroun, il a toute sa liberté d'expression, sa liberté de ton, contre le président Biya, contre le gouvernement qui dirige le Cameroun, contre l'État camerounais. Il est sécurisé jusqu'à ce qu'il soit du territoire camerounais. Je tenais à le dire. Je pense que maintenant, que ce soit au niveau de notre frère Kémy Séba, ses partisans, et les autres qui refusent de voir les réalités, chacun peut voir la différence qu'il y a entre l'État camerounais, le président Biya sur la question, et la France, puisque c'est la France la référence pour certains panafricanistes qui considèrent que c'est une grande démocratie, et que d'ailleurs, face à la France, il y a des dictatures, et de ce coup, nous défendons des dictatures, et la France, donc, en tant que démocratie, la référence à la France peut servir de paradigme pour juger même et analyser les dynamiques panafricanistes. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir les choses comme ça. En tout cas, je suis très content qu'il ait recouvré sa liberté. Chacun doit tirer les conclusions qui s'imposent face à ce type de situation. Voilà. Ok, Monsieur le Président Bandakani, je pense que vous avez clairement indiqué votre satisfaction de faire le constat de la libération de Kémy Séba, qui avait été interpellé en France. Tout à fait. On se croit que les autorités françaises se sont rendues compte en fait que l'arrestation, l'interpellation n'était pas fondamentalement fondée et qu'elles ont donc revu leur copie et qu'elles ont rendu dit tant mieux. On suppose qu'étant d'ailleurs, il continuera les combats qu'on lui connaît. C'est un grand pays démocratique, donc quand on arrête quelqu'un, ça fait la promotion de la démocratie. C'est-à-dire que quand la France arrête, c'est la démocratie. Alors, quand la France prive les gens de leur opinion, c'est la démocratie. Et quand elle libère, Monsieur le Président? Quand elle libère, c'est la démocratie. Okay, quand elle va déchoir quelqu'un de sa nationalité pour délit d'opinion, c'est la démocratie. Voilà. Il faut que les gens assument leur contradiction. Monsieur le Président Bandakani, comme nous l'avons indiqué à l'entame de cette émission, nous voulons ce jour nous appesantir de manière spéciale, de manière particulière sur la situation réelle des peuples, des populations qui vivent sur les territoires ultramarins français, comme qui sont désignés sur les vocables Drom et Com. Monsieur le Président Bandakani, la France, historiquement, est la patrie des Francs. Francs, évidemment, F-R-A-N-C, c'est une ethnie européenne. Et donc, on comprend donc que historiquement, géographiquement, la France est un territoire européen. Mais ce territoire a été dimensionné par des guerres et des luttes, parfois sanglantes. Et l'une des plus célèbres est notamment la guerre de 100 ans, qui aura opposé pendant effectivement 100 ans la France et l'Angleterre. Mais nous constatons, Monsieur le Président Bandakani, que la France contemporaine, quant à elle, elle se vante d'ailleurs d'avoir une zone économique exclusive de 10 186 624 km², qui classe la France deuxième derrière les États-Unis d'Amérique
et ce notamment grâce aux territoires ultramarins, qui sont notamment les départements et régions d'outre-mer, abrégés en abréviation DROM, les collectivités d'outre-mer en abréviation COM et les territoires ayant un statut particulier. Pour la petite nous introduire, nous voulons préciser qu'une zone économique exclusive, conformément au droit de la mer, est l'espace maritime sur lequel un État exerce les droits souverains en matière d'exploitation et d'usage des ressources. On peut donc comprendre pourquoi la France s'en vante. Avoir 10 millions de kilomètres carrés où on peut exploiter les ressources est une richesse objective. Monsieur le Président Mandakani, comment comprendre cette géographie et cette territorialité française qui s'étend bien au-delà de son berceau historique européen? Quelle aura été selon vous la logique et l'idéologie qui a gouverné cette expansion territoriale française? Mais c'est la colonisation. Mais c'est simple, c'est la colonisation. C'est l'aventure coloniale française qui lui a permis d'acquérir ce qu'on peut appeler son butin colonial. Ça, c'est un butin colonial qui lui permet de revendiquer même la deuxième puissance maritime, hein, en termes de façade maritime, oui. Territorialité maritime. 10 millions de kilomètres carrés, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup dans le monde. Donc, il faut le dire, c'est un butin colonial. C'est un butin colonial. Et ça veut dire ce que ça veut dire, qu'elle a arraché des territoires qui ne lui appartiennent pas. Elle s'est appropriée des territoires qui ne lui appartiennent pas. Et évidemment, les peuples qui habitent ces territoires aussi. Ce qui pose le problème de la décolonisation, tout à l'heure on va y revenir. Donc, c'est un butin colonial purement et simplement. Et donc, ça s'est passé par des guerres, par des massacres, par des génocides, même pratiquement, pour arriver à accumuler ce niveau de butin colonial. Donc, c'est la seule explication. Hein. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Maintenant, les statuts actuels, à savoir les DROMCOM, Oui. DROMCOM, ne sont qu'une espèce de juridisation et d'intégration juridique de ce butin colonial dans la République. Dans la République. Effectivement, effectivement. Bon, cette République-là, c'est l'enjeu martiniquais, on va y revenir. Cette République-là, en réalité, c'est un empire républicain. C'est un empire colonial républicain. C'est un empire colonial qui se déguise en république pour masquer justement cette expansion coloniale. Cette expansion coloniale autour d'un centre métropolitain, la France. Effectivement. La France, telle qu'elle s'est constituée historiquement sans colonie, et une périphérie coloniale, qui va toute l'Afrique, premier cycle de colonisation, deuxième cycle en Afrique, en Asie, etc., jusqu'au Proche-Orient. Et lorsque des guerres de libération et des processus de dépendance vont s'imposer à la France, qui n'a jamais été préparée à ces processus, avec le retentissant tournant de bien d'un fou, ben, la France va être obligée de... L'Indochine, je crois, Monsieur le Président. De Bien pour l'Indochine, je crois. À l'Indochine, tout à l'heure, à l'Indochine, tout à fait. À l'Indochine, la France va être obligée de commencer un processus d'intégration de son butin colonial dans la République. Dans la République. Ça a été un processus très très compliqué que jusqu'à présent Nadef a réussi. C'est pour ça que les révoltes le mouvement de décolonisation n'a pas cessé. Que ce soit dans le département d'outre-mer, on a beau transformer en DROM ou en COM, ces mouvements de décolonisation n'ont jamais cessé. Les populations de ces pays-là considèrent que le processus de décolonisation n'a pas cessé. Elles sont dans des combats de libération nationale, dans des combats d'achèvement de la décolonisation.
Alors, ça fait donc qu'il y a un choc, il y a un grand choc entre, n'est-ce pas, le cadre juridique républicain français qui permet à la France de considérer que la question coloniale est achevée et que c'est réglé par l'incorporation des anciens territoires d'outre-mer dans des processus de départementalisation, etc. Premièrement, qui vont connaître diverses fortunes à travers la 4e République, par exemple, et pratiquement la 5e République. Il y a un ensemble de processus référendaires qui vont déboucher sur soit des indépendances, soit évidemment l'intégration, n'est-ce pas, du butin colonial sous forme de dom-tom, sous forme de statut spécial. C'est des problèmes qu'on a en Nouvelle-Calédonie, c'est le problème de Mayotte, par exemple, etc. C'est le problème de la Polynésie française, jusqu'à la question des îles éparses et Madagascar qui ne sont pas terminées jusqu'à aujourd'hui. Donc, la France a de la peine à liquider son héritage colonial, son empire colonial. Elle n'a pas cessé d'être un empire colonial. Tous les efforts de la République visant à masquer le contentieux colonial par une incorporation juridique faite de départementalisation jusqu'au processus actuel, à travers cette grande réforme qui transforme désormais les dom-toms en départements, en régions, et en collectivité communes, collectivités d'outre-mer, ou bien en collectivité d'outre-mer. C'est tout l'enjeu de cette décolonisation qui n'a jamais cessé. Monsieur le Président, vous parlez des territoires à statut spécial et ça me permet de, si vous voulez bien, qu'on fasse un point d'arrêt sur la Nouvelle-Calédonie qui, elle, a un statut spécial selon la catégorisation française. Et en Nouvelle-Calédonie, nous avons souvenance qu'il y a eu un peuple autochtone qui sont les Kanaks, qui est un peuple mélanésien, donc noir, s'il faut préciser. Monsieur le Président, à l'époque, sans toutefois préciser, mais nous savons que c'est Napoléon III qui était le dirigeant de la France à l'époque, quand il décida de la Nouvelle-Calédonie une colonie pénitentiaire. C'est-à-dire, il a rendu la Nouvelle-Calédonie comme une colonie pénitentiaire. C'est-à-dire, ça nous renvoie à une forme de prison extraterritoriale du berceau français qui abritait les hors-la-loi, pour mieux préciser nos phrases, et en même temps aussi qui abritait les opposants politiques en France. Monsieur le Président, il y a eu donc en Nouvelle-Calédonie un mouvement dénommé le Front indépendantiste. Tout à l'heure, vous avez parlé du combat d'achèvement de la décolonisation. Et je pense que le Front indépendantiste, qui est plus tard devenu le Front de libération nationale, kanak et social, ils ont décidé donc d'entrer en contradiction et en révolution violente avec les colons français, parce qu'il faut appeler le chacha. Ça aboutit par les accords de Matignon, les fameux accords de Matignon entre Jean-Marie Tjibaou et Jean-Michel Rocard, dont la vocation de décolonisation était Michel Rocard. Et donc, dans ces accords de Matignon, il y avait déjà une vocation de décolonisation et c'était clairement libellé dans les 10 accords, Monsieur le Président Banakani. Et il y a eu même à l'ONU un mouvement de décolonisation porté par l'ONU depuis 1986. Aujourd'hui, Monsieur le Président Banakani, nous sommes en 2024. Et la question de la Nouvelle-Calédonie n'est toujours pas résolue, à tel point qu'en début de cette année, il y a eu dans ce territoire même, en Calédonie, des mouvements sociaux particulièrement violents. Pourquoi la dynamique de décolonisation, Monsieur le Président, pourtant convenue par les accords, par les deux parties, en l'occurrence la France et les représentants du peuple kanak, n'a-t-elle pas, depuis déjà plus de 40 ans, abouti à l'indépendance de la Kanaki, Monsieur le Président? Mais il faut inscrire ça dans le mouvement général, dans le rapport que la France a avec la décolonisation. Le rapport que la France a avec l'avenir
de ces anciennes colonies. Ce qui est frappant, première vue, c'est l'incapacité de la France à décoloniser. Elle est incapable de décoloniser. C'est-à-dire que c'est ce que montre le sort qu'elle a réservé à ses colonies, que ce soit dans le cas de l'Afrique équatoriale française ou de l'Afrique occidentale française. Elle n'a pas été capable de décoloniser. Là où elle a eu en face des mouvements de revendication de l'indépendance, elle a opposé des guerres et des massacres les plus horribles et la liquidation de tous les mouvements nationalistes, le mouvement indépendantiste. Avec l'Algérie, c'était une guerre de dépendance. Ce n'était pas une guerre de dépendance. L'Algérie, département français, a obtenu l'indépendance par la guerre. Au Cameroun, l'indépendance a été obtenue par la guerre. À différence que les nationalistes n'ont pas pris le pouvoir, mais c'était une guerre d'indépendance. Tout à fait. Voilà, donc le processus Kanaki, si on peut appeler ça comme ça, il y a plusieurs étapes. Colonie pénitentiaire, qui va devenir une colonie de peuplement après, Oui. et qui va commencer, qui va camoufler un mouvement de dépossession foncière des Kanaki au fur et à mesure. Bien sûr. Doublé d'un mouvement quasi génocidaire. Ces gens sont passés de près d'un million, ils sont aujourd'hui moins de 200 000. Exactement, Monsieur le Président. Oui, il y a un processus de disparition du peuple kanak. Mais ils ne sont pas comme ça en l'air, ils ne disparaissent pas en l'air comme ça. C'est une politique. Une colonisation raciale, Monsieur le Président. C'est une politique. Non, c'est plus que ça. Je vous dis, c'est des processus, c'est-à-dire que vous voyez comment Napoléon, le rapport qu'il a à ce territoire et à ce peuple. La racaille française est ramassée pour aller installer là-bas, on crée une prison, mais ça masque la volonté de déposséder le territoire et de mettre sur pied une politique masquée de génocide, puisqu'il faut qu'on explique aux gens pourquoi le peuple kanak est en voie de disparition. Pourquoi? Mais c'est à cause de la politique française. Il n'y en a pas d'autre. D'abord, ils ont servi de... on a fait des expositions. Ils étaient parqués comme des animaux, les os, oui, comme des os, et les gens passaient. En 1931. Voilà, pour les regarder comme s'ils étaient une espèce de voie de disparition. C'était une curiosité, ils n'étaient pas des humains. Écoutez, je suis très content que vous preniez l'exemple de la Nouvelle-Calédonie. Parce que si on ne prend pas cet exemple-là, on ne comprend pas les processus que masque l'incorporation juridique des anciennes colonies, du butin colonial français dans le cadre de la République, masque la continuité coloniale et des dynamiques de grand remplacement des populations. Donc la question coloniale, que certains appellent aujourd'hui décoloniale, est d'une brûlante actualité. Parce que, en fait, c'est ça, le processus d'assimilation, c'est de ça qu'il s'agit. D'assimilation des peuples colonisés et la liquidation des contentieux coloniaux qui sont liés à la volonté d'assimiler les peuples a échoué. Non, ça ne marche pas, a échoué. Donc, la France poursuit des dynamiques coloniales, néo-esclavagistes, et elle n'hésite pas à faire coïncider ça avec les dynamiques de grand remplacement et de continuité coloniale. Alors on reviendrait à la question martiniquaise, permettrait de très bien expliquer ça. Mais c'est les mêmes enjeux qu'il y a en Nouvelle-Calédonie. Vous avez raison les accords de Matignon, les accords de Nouméa n'ont pas réglé le problème. Pas réglé le problème. Tous ces territoires-là sont départementalisés. Ils sont régis par soit le fameux article 94 de la Constitution française ou l'article 73. Mais ces articles, c'est quoi? Ce ne sont que des processus d'incorporation
de réduire ces questions-là à une affaire de loi, à une simple loi. Voilà, une simple loi qui crée un département d'hommes d'outre-mer, qui donne un statut spécial, etc. Mais qui ne règle aucun problème. C'est-à-dire que le vrai contentieux est évacué. On croit l'évacuer, mais enfin on le masque. Parce que l'État français poursuit les politiques coloniales derrière une fausse incorporation des soi-disant républiques, possessions coloniales dans la République. Oh, Monsieur le Président, C'est une république qui a plusieurs vitesses. La vitesse métropolitaine, elle est restée, c'est l'enrichissement de la métropole qui est au cœur de cette affaire-là. Il y a la vitesse qui fait semblant de décoloniser. On fait semblant de décoloniser. Voilà. On a liquidé, vous savez, la 5e République. De Gaulle avait le projet de la grande communauté française. Alors, ça n'a pas duré, ça n'a pas marché. Les Français ont été obligés de concéder les fausses indépendances ici, j'ai expliqué ça, en liquidant les mouvements nationalistes. Fausses indépendances, le nom de Sékou Touré, on sait ce qui va venir, etc. Mais elle va offrir, je crois, 3 solutions à ces territoires d'outre-mer à la veille des années 60. Soit vous acceptez, permettez-moi de rapidement regarder ça, soit vous devenez indépendant, soit vous devenez un DOM, c'est-à-dire un département d'outre-mer, soit vous quittez la République française en devenant un État membre de la communauté. Monsieur le Président, à vous écouter, je crois que je l'ai bien fait, Monsieur le Président. On est obligé de constater que vous faites le même constat que l'association Survie, qui est une association qui, en France, lutte contre le néocolonialisme français en Afrique. Parce que celle-ci dénonce ce qu'elle appelle le sabotage méthodique du processus de colonisation par la France. Le cas calédonien, Kanak, est patent, Monsieur le Président. Oui, on ne le comprend pas comme je suis en train d'indiquer. Quand la France est coincée, il y a d'un bien fou. Elle perd la bataille de Chine. Il y a la bataille d'Alger qui succède. Le déclenchement du mouvement de libération nationale FLN en Algérie. Voilà. Ce fameux débat, l'Algérie française, le débat sur l'Algérie française. Oui. Elle n'était pas préparée. On voit dans quelle précipitation le général de Gaulle organise la conférence de Brazzaville. Oui. Et la conférence de Brazzaville est l'événement qui photographie mieux que tout le projet français. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de dissoudre les volontés, les dynamiques d'indépendance dans une communauté qui doit permettre à la France de maintenir son statut de grande puissance. C'est ça la démarche du général de Gaulle. Il n'est pas question qu'il y ait le moins d'États indépendants. Pour lui, l'indépendance signifiait la promotion et la défense des intérêts français. La promotion du statut de puissance géopolitique et puissance mondiale de la France. Alors donc, ce qui était de front les dynamiques d'indépendance. Donc, elle a donc offert à ses possessions coloniales, à ses colonies, je vous ai dit, 3 directions. Soit devenir ce qu'elle a appelé devenir indépendant, soit devenir un département d'outre-mer, soit devenir membre de la communauté française. Mais je vous dis, ça n'a pas fait long feu. La Constitution de 1958, le projet a échoué avec, évidemment, De Gaulle qui perd le pouvoir. Oui. Le projet est mort. Donc, les pays africains sont devenus indépendants. Ceux qui ont pu devenir indépendants, comme Sékou Touré, M. De Gaulle a juré de les détruire. Donc, on ne va pas revenir sur le cas. Maintenant, c'est conduit par tout le monde. Au Cameroun, la France va faire une guerre d'indépendance pour détruire l'UPC jusqu'aux années 70, jusqu'à la mort du dernier leader historique, François 11, Ernest Wandé,
qui a assassiné, Fusillé à Bafoussam, je crois. fusillé à Bafoussam. Donc, l'envers de cette dynamique, c'est les pays qui n'ont pas été en mesure de déclencher des mouvements d'indépendance. On connaît le sort qui a été réservé. Il y a eu un ensemble de processus référendaires. J'ai dit que tout à l'heure, c'est les Comores, c'est les territoires, c'est les côtes de Somalie, devenu plus tard le territoire français, des Afar et Issa, etc. Des pays comme ça, bon, la France va concéder une indépendance, en fait, une fausse indépendance. Mais ces anciens territoires, par exemple les territoires d'outre-mer, c'est ça justement, vont connaître des processus, vont être incorporés dans la République par le simple procédé d'une loi. C'est une forme de la momification de la colonisation française. C'est-à-dire, c'est plus perfide que ça. Moi, je vois là une espèce de romanisation. C'est-à-dire, c'est Rome. C'est une espèce de Rome qui est ressuscité. C'est-à-dire qu'on camoufle un empire. C'est-à-dire un empire sous les devers de la République. C'est-à-dire que, le fameux article 73, 74, c'est-à-dire que des anciennes possessions coloniales deviennent des départements d'outre-mer, plus tard sont devenus des régions et des collectivités. Mais ça n'a pas réglé le problème colonial, ça n'a jamais été réglé. Et la France le savait. Donc c'était juste une façon de poursuivre les dynamiques coloniales à l'état brut dans cet endroit-là, tout en masquant ça par une fausse incorporation pour paraître, n'est-ce pas, pour paraître comme ayant liquidé la question de la décolonisation. Tout ça a toujours embêté sérieusement la France. Et on ne peut pas faire autrement parce que les Américains, qui n'ayant pas de colonie, jouaient, n'est-ce pas, la carte du grand décolonisateur qui fait la promotion des droits des peuples à l'autodétermination, etc. Sans compter la dynamique propre à l'Est-URSS d'encourager et de soutenir le mouvement indépendantiste. La France, devant toute cette dynamique mondiale, était perdue. Elle n'était pas préparée à gérer ça. Donc, elle va donc se cacher derrière la République, faire semblant de liquider la question coloniale et se présenter en décolonisateur. C'était le jeu de De Gaulle, se présenter en décolonisateur. Mais il n'a jamais été un décolonisateur de Gaulle. De Gaulle a toujours été, c'est le colon gaulois, Nugred, long cou. C'est-à-dire que pas question d'indépendance autour de lui. Tous les dynamiques d'indépendance, c'est la destruction. On vous présente la carotte, c'est la départementalisation, je l'ai expliqué, et tous les régimes spéciaux qui vont suivre jusqu'en 2019, avec la question malgache, la question des îles éparses. C'est de là où donc les problèmes des anciens territoires d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie, la Martinique, la Guyane, la Réunion, tous ces problèmes-là ressurgissent, n'ont jamais cessé de ressurgir à la face de la France et représenter une espèce de, comment je veux dire ça, c'est-à-dire que de l'envers des fausses lumières que la France revendique, mais qui en réalité est son véritable visage. C'est-à-dire un visage ténébreux. Un visage qui est démasqué. En fait, c'est la situation des territoires d'outre-mer démasque les fausses lumières et montre au monde entier le vrai visage de la France, qui n'a jamais cessé d'être ténébreuse. Jamais. En fait, c'était la question. Tout à l'heure, j'ai expliqué votre introduction, M. Nguessé. Vous parlez des Francs, l'ethnie franque. Bon, si on ne va pas remonter loin, c'est clair, l'ethnie franque. Mais est-ce que la Révolution française et tous les processus-là que l'élite française revendique pour
se parer d'une grande histoire. Partie des droits de l'homme, partie des Lumières. Ça n'a jamais dépassé les intérêts ethniques. Ça n'a jamais été autre chose que ça. Tous les peuples qui sont, tous ces peuples-là, aujourd'hui, la colonisation, l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme que l'on vit aujourd'hui dans tous ces territoires-là, ben, c'est quoi? C'est quoi? C'est le véritable visage de la France. C'est l'incapacité à pratiquer les Lumières, comme met en avant. C'est l'incapacité à se défaire de l'ancrage esclavagiste, de l'ancrage colonial. C'est l'incapacité à se défaire de cette pulsion qui est interne à la France. C'est une pulsion qui est interne à la France, qui est sa substance, et qui rattrape les faux élans de pays des Lumières, pays de la démocratie, des droits de l'homme. Donc vous voyez que bon, ça va paraître fort, hein, mais est-ce que l'homme français est séparable de ces ténèbres-là? Monsieur le Président. Est-ce que c'est possible de séparer, de parler de l'âme française en la séparant des ténèbres aussi? C'est pour ça que, Monsieur le Président, il est important de rappeler quelques évidences. Depuis 171 ans, ce qui subit la Nouvelle-Calédonie, Monsieur le Président. Ben, ils ne sont pas les seuls. Hein? L'occupation militaire, la politique d'installation des colons, l'exploitation des terres, racisme, je veux dire, massacres et violences diverses qui ont jalonné depuis 171 ans en Nouvelle-Calédonie. Ben, écoutez. C'est bien triste, Monsieur le Président. Ben, On aurait cru qu'il soit unique, mais manifestement, il n'est pas le seul, Monsieur le Président, parce que tout à côté de la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, une île située dans le canal du Mozambique, vit une situation particulière, Monsieur le Président. Elle a été érigée par la France en ce que la France appelle collectivité d'outre-mer française. Mais son histoire illustre de manière assez spécifique le réflexe colonial français dans sa volonté de se conserver et de se complexifier. En effet, Monsieur le Président Bandakani, le 15 juin 1973, les accords sont passés avec la France sur l'accession progressive à l'indépendance de l'archipel des Comores. Et dans cet archipel, Monsieur le Président, vous vous souvenez certainement, géographiquement c'est le cas, Mayotte est une île qui fait partie de l'archipel des Comores. Mais pour certains lettrés mahorais, instrumentalisés par la France bien évidemment, et qui connaissent les spécificités culturelles de chaque Comore, il est tout simplement inacceptable que Mayotte, en tant qu'île faisant partie de l'archipel des Comores, accède à l'indépendance. C'est dans ce cadre, Monsieur le Président, que le 22 décembre 1974, un référendum est organisé, un référendum d'autodétermination des Comores, organisé par la France évidemment. Et lors de ce référendum, Monsieur le Président, il se trouve que l'île Mayotte, faisant partie de l'archipel des Comores, obtient un vote de 108% contre l'indépendance. Mais par contre, les trois autres grandes îles ont un vote pratiquement à près de 100%. C'est ce que l'histoire nous rapporte. Et pour les instances internationales à l'époque, l'ONU évidemment, seul le résultat du référendum pour l'ensemble des Comores avait une valeur juridique contraignante. Mais la France a fait la sourde oreille parce que le 6 juillet 1975, l'Assemblée des Comores proclame donc l'indépendance de l'île de l'archipel des Comores. Les Mahorais, eux, instrumentalisés par la France encore, considèrent que la décision ne les concerne pas. Et ils décident de rester sous l'administration française. Malgré cela, la France est donc condamnée à plusieurs reprises par la communauté internationale qui s'est exprimée à travers l'OUA d'abord, entendons par là, l'Organisation communautaire africaine, et l'ONU ensuite, qui indiquait à la France que la France devait contraindre les Mahorais, instrumentalisés par elle par le passé, à devenir indépendants dans le cadre du nouvel État des Comores, qui lui a été admis à l'ONU le 12 novembre 1975. À côté de cela, pour exemple, Monsieur le Président, il y a un avocat, Maître Louis Joannès, qui est avocat au barreau de Paris, qui s'est prononcé en faveur de la plainte déposée à la Cour internationale au nom du Conseil représentatif de l'Association Noire de France, une ONG créée en 2005 pour défendre le Nord de France. Dans cette plainte, l'avocat dénonce l'opération Wambushu, qui s'est déroulée récemment à Mayotte. L'opération Wambushu, pour l'expliquer, pour que les gens comprennent de quoi il est question, il s'agit d'une opération organisée par l'État français pour expulser du territoire de l'île de Mayotte les ressortissants comoriens qui sont dans une situation apparemment irrégulière. Pour l'avocat en question, il estime que la France occupe illégalement
le territoire comorien depuis 1975. Il appelle donc à la création d'un comité international regroupant à la fois la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les Comores, avec comme objectif, et il est dit de manière précise, avec emphase d'ailleurs, mettre en œuvre de nombreuses décisions de l'ONU qui demandent à ce que ces États accèdent à leur pleine souveraineté. Monsieur le Président Bandakani, que pensez-vous de cette plainte déjà déposée contre la France, mais surtout, donc, par son attitude manifeste et flagrante de défiance à l'endroit de nombreuses décisions de l'ONU sur le cas spécifique de Mayotte, Monsieur le Président Bandakani, la France, qui dans ses discours affirme son attachement à la règle du droit et au respect de l'international, n'est-elle pas en train de devenir définitivement un État voyou? État voyou, c'est le même gentil. Il y a pire, Monsieur le Président. État voyou, c'est gentil. J'insiste et je répète. Je l'ai dit dans mes propos dans certaines plateformes avant, que la France est le dernier empire colonial en plein XXIe siècle. Je n'ai pas cessé de le dire, que la France est un empire colonial en plein XXIe siècle. Et que la question de Mayotte est symptomatique de cette réalité. Mais si on singularise Mayotte en le détachant de la continuité impériale, néo-impériale, je répète encore, masquée sous la République, c'est important, la République. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. D'abord, la position stratégique de Mayotte, qu'on désintègre, c'est-à-dire que la désintégration de l'ensemble constitué par l'archipel des Comores. L'archipel de Comores. C'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi la France fait ça? Isoler Mayotte des Comores. Mais si l'enjeu dépasse Comores et Mayotte. Tout à fait, Monsieur le Président. L'enjeu, c'est l'empire territorial et maritime français. Et les ressources qu'il y a... La question, tout à l'heure, vous avez évoqué la question des ressources. Zone économique exclusive. Très bien, la question des ressources. Ça veut dire quoi? Que veut dire ce nom-là? Ça signifie quoi? C'est la colonisation, c'est l'expropriation, c'est la dépossession des ressources des peuples par la France. Elle s'attribue des ressources qui ne lui appartiennent pas, et de façon coloniale. Et quand elle est dépassée par les dynamiques de décolonisation, elle masque la continuité coloniale, je le répète encore, par un faux processus républicain. La France est un empire colonial, ça veut dire que vous avez un processus de résistance, de refus de toutes les dynamiques de libération nationale des peuples, que ce soit africains, que ce soit dans les Pacifiques et dans les îles, il y a une dynamique historique de libération nationale. C'est cela les indépendances. Effectivement. La France n'a jamais accepté ça. D'ailleurs, on peut faire le lien avec la question camerounaise. Elle n'a jamais accepté ça. Et la poursuite violente de dynamiques authentiquement coloniales est couverte d'abord par un statut de puissance qu'elle va réussir à obtenir pour des raisons qu'on connaît, parce que tout cet empire français, elle offre ça à des réseaux de l'impérialisme mondial. Elle offre ça. Et en échange, elle a obtenu la place qu'elle a au Conseil de sécurité. Expliquez-moi comment la France... permanent du Conseil de sécurité. Dites-moi par quelle magie un pays perd la guerre et se retrouve à la table des grands. C'est une curiosité, je pense. Vous m'expliquez ça? Mais alors, c'est parce que la République française est une façade. C'est une façade juridico-constitutionnelle qui permet de masquer le maintien en plein XXIe siècle. Et ça prend tout son sens quand on se situe dans le XXe siècle, avec tout le mouvement de décolonisation qui est lancé dans le monde entier. C'est-à-dire, tous les défenseurs de la colonisation, tous ceux qui n'ont pas accepté la décolonisation dans le monde, se cachent derrière la dynamique républicaine française, ces forces-là, pour perpétuer les dynamiques coloniales à l'état brut. Il faut qu'on comprenne ça très bien, hein, parce que sinon on parle de les questions de décolonialité. Il y a les mots que les gens inventent là, la décolonialité, voilà.
ce sont des mots qui c'est-à-dire on veut contenir, les choses sont claires. Il n'y a jamais eu de rupture. La France n'a jamais cédé à la dynamique de décolonisation. Sauf si elle est battue dans une guerre. Quand elle est battue dans une guerre, c'est clair. C'est-à-dire qu'en Algérie, on l'a obligé. Effectivement. Au Cameroun, on l'a obligé. Effectivement. Et d'ailleurs, le processus, ça a été de transformer un territoire non colonial en une colonie. Au Cameroun, c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais on lui a fait une guerre d'indépendance. Elle a été obligée de partir malgré elle, en revenant par la fenêtre. Mais si on veut étudier la fenêtre là sérieusement, ça montre quoi? Si vous prenez le franc CFA, les accords sécurité de coopération, ça veut dire quoi? Mais la France n'a jamais décolonisé. Elle n'a jamais accepté ce processus. Vous croyez que qu'est-ce qui devait arriver à ces territoires? C'est tous ces territoires-là qu'on a essayé d'incorporer dans la République. Je répète encore, en réglant la question coloniale par une loi. Par une loi. Et en annexant ces territoires, on les annexe et on camoufle les annexions coloniales par une référence aux articles de la Constitution. Je répète encore, 73 et 74. Et comme on ne peut pas dire colonie, on dit département. Appelons donc des statuts spéciaux. Jusqu'à aujourd'hui. Mais comment on peut expliquer que les populations qui vivent dans ces territoires-là, quand elles vous parlent de ce qu'elles vivent, c'est la colonisation. C'est la colonisation et son corollaire de racisme, d'économie coloniale, de massacre des populations, des possessions foncières, de génocide. Culturel surtout. Génocide culturel et démographique. Je vous demande qu'on m'explique par quel procédé les populations de la Kadaki sont passées, je répète, de plus d'1 million pour se retrouver aujourd'hui à moins de 200 000. Comment m'expliquer ça? Et ce n'est pas un projet qui est isolé seulement pour la Kadaki. Hein. C'est le sol qui est réservé, c'est le projet qui est à Martinique, c'est le projet qui est dans tous ces territoires-là. Guadeloupe, évidemment. C'est le projet qui est à l'œuvre. C'est quoi la question Béké? C'est quoi les Béké? Ne sont pas les descendants directs des esclavagistes? Si, ils le sont. Et alors, tout à l'heure on parlera de la Martinique. La Martinique, c'est un tableau clair de la situation. Le cas martiniquais, vous le retrouvez dans tous ces territoires-là. C'est-à-dire, ce qui n'est pas la Martinique, vous retrouvez ça dans tous ces territoires. Comment la France camoufle les dynamiques de continuité coloniale directe derrière la façade de la République. Parce que quand ça République, non, c'est la République. Comment? Est-ce que la République peut être... comment? Ce n'est plus un empire colonial, c'est la République. Et ces territoires ont accepté librement, n'est-ce pas, par voie référendaire, n'est-ce pas, de se considérer comme des territoires français. Donc le débat colonial est clos. Mais ça fait rire. Les accords de Matignon, c'était quoi? La France reconnaît, l'accord de Matignon, que c'est un problème colonial. Elle reconnaît. Donc elle est prise en flagrant délit de double jeu. Une république qui elle-même reconnaît que je suis en situation de colonisation ici. Et le processus n'est pas réglé jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas réglé jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est l'empire. C'est un empire territorial. Les territoires, elle les a conquises de façon coloniale. Ça ne lui appartient pas. Et les peuples de ces pays, de ces territoires-là, sont en droit de continuer à réclamer la rétrocession de leurs terres, de tout leur patrimoine. Alors, sinon, tout le droit, sinon l'ONU ne sert à rien, ça sert à quoi? Puisque sur ces questions-là, la charte de l'ONU est claire, hein? Le droit international est clair. Donc, c'est pour éviter, c'est pour lutter contre ça, que vous voyez les processus qui se passent à Mayotte, on désintègre tout un archipel. On isole. C'est-à-dire que, quand on parle de Mayotte, qu'est-ce qu'on parle de Mayotte? Il parle difficile. Quand on parle de la population, vous allez l'observer. C'est-à-dire qu'on s'arrange à faire l'impasse sur l'origine ethnique des populations. On fait l'impasse dessus. C'est-à-dire que
on vous invente une différence quasi raciale entre les Mahorais Mahorais et les et Comoriens. les Comoriens. Ça fait rire. Mais c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur cette dynamique racialiste, raciste, qui vise à créer, à construire des frontières de ségrégation, de séparer les populations qui ont la même origine. Alors, si un Mahorais n'est pas un Comorien, il est quoi? Il faut poser la question à la France. Hein. C'est pour vous dire donc. Mais elle a réussi à créer un problème, puisque les Mahorais considèrent qu'aujourd'hui, ils osent même dire qu'ils ne sont pas des Comoriens. C'est un double jeu géographique que la France a toujours utilisé pour manipuler. Non, c'est profond. C'est profond. C'est profond. C'est très profond, ce genre de jeu. Vous ne comprenez pas ça, je répète, si vous isolez. L'ensemble des territoires. C'est l'ensemble, je répète, c'est l'empire. Le projet impérial français n'a jamais disparu. Il ne peut pas disparaître. Mais c'est là aussi qu'il y a sa propre mort, c'est là où il y a sa mort. Parce que la question de Mayotte, c'est la question du droit du sol et du droit du sang. Effectivement, effectivement. Mais on sait ce que ça veut dire. C'est une bombe qui va tôt ou tard retentir en métropole. D'ailleurs, ça a commencé. Parce que dans les forces politiques françaises, il y en a qui n'acceptent pas ça. Qui disent que l'exemple là peut être étendu à la moto, à la métropole. Surtout que, Monsieur le Président, la France aujourd'hui est classée deuxième puissance en possession des zones économie exclusive derrière les États-Unis. La France possède, si j'ai bonne mémoire, plus de 10 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives qui sont essentiellement les zones d'ultramarins. Ce double jeu français qui est constitutionnellement une république, mais dans les faits, comme vous avez dit, c'est l'empire. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous avez parlé de le risque français de se fonder elle-même, c'est-à-dire stratégiquement, si on affaiblit ce territoire, c'est-à-dire si ce territoire obtient une indépendance qui peut affaiblir le système français, autant plus qu'il faut rappeler aussi à nos internautes que ces territoires sont exploités pour la métropole. Ce sont des territoires dits français, mais qui sont exploités pour la métropole. À quoi sert l'argent des zones économiques exclusives? C'est pour développer la métropole et consorts. Monsieur le Président, stratégiquement, pensez-vous qu'il y a, comment dirais-je, il y a une scission de la politique africaine avec ses frères de l'autre côté? C'est tout l'enjeu. Pourquoi nous faisons cette émission? C'est tout l'enjeu de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est triste, ça fait pleurer. Que les Africains, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau des États, ne comprennent pas l'importance de nos frères d'outre-mer. Ne comprennent pas l'importance de l'Afrique ultramarine. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez donc comprendre la notion que l'ultramarinité, en termes géopolitiques, vous allez comprendre pourquoi pour la France, c'est une affaire de vie ou de mort. Parce que, au nom de quoi les Africains s'interdiraient de considérer que les frontières africaines vont jusqu'à ces territoires ultramarins que la France s'approprie. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Nous nous posons la question, Monsieur le Président. Au nom des frontières coloniales. Vous comprenez donc l'incapacité de l'Union africaine à prendre en charge ce problème. Mais regardez l'évolution du monde. Revenons sur le cas de la Nouvelle-Calédonie. Oui. Que dit la France du mouvement de libération kanak dans sa version actuelle? Qu'elle est manipulée par l'extérieur. Oui. Qui? La Chine. On a cité l'Azerbaïdjan aussi. La Chine. Et pourquoi? Dans le cadre du grand conflit, du grand enjeu géopolitique que représente quoi? L'Indo-Pacifique. Vous voyez donc, et c'est pas, il y a des enjeux des matières premières, si on prend le Nouvelle-Calédonie, il y a l'enjeu autour, je crois, du nickel. Vous avez des enjeux de nickel. Et même des terres fertiles aussi. Des terres fertiles. Il y a beaucoup de matières premières qui ne sont pas encore, comment on dit ça? Les enjeux ne sont pas encore publics, mais c'est connu. Ces territoires sont très riches. Alors, la France dit, c'est le discours de la République, maintenant que le Rassemblement national est devenu un mouvement extrêmement républicain, la France donc dit que
il n'est pas question, c'est-à-dire que l'enjeu de l'Indo-Pacifique, là, ce territoire-là, c'est un territoire, c'est-à-dire ce sont des territoires français. Les revendications, là, qu'elle qualifie d'indigénistes, certains courants politiques français appellent ça des revendications. Les indigénistes sont des revendications anti-françaises fondamentalement. C'est-à-dire que, en fait, la thèse, c'est dit que les populations qui habitent dans ces régions et qui sont frappées d'une incapacité à intégrer la République. Vous pouvez comprendre ça? Oui, Monsieur le Président. Ce qui correspond déjà à leur incapacité à être civilisés. Il faut faire de rien. Déjà, ils n'étaient pas en mesure d'être civilisés. Donc, et du coup, sont ingrats par rapport à l'œuvre coloniale, sont les ennemis de l'intérieur. Ah oui, susceptibles d'être utilisés par la Chine et évidemment la Russie, parce que quand on commence à dire Azerbaïdjan, est-ce que la Russie est loin? Du tout, du tout. Elle n'est pas loin. Et par la Russie, pour porter atteinte aux intérêts vitaux de la France. Ce discours-là, je l'entends tous les jours, au niveau des élus français. Pas seulement du Rassemblement national. Hein. Attention, des élus français. Il faut entendre comment les gens abordent cette question. Les questions des populations qui posent le problème sur un angle de la continuité coloniale. Pour les populations de ces régions-là, elles considèrent qu'elles sont colonisées. Tout à fait. Quand elles posent ce problème, elles ne posent pas sur un autre angle que la continuité coloniale. Et ils disent qu'il faut décoloniser. Et elles réclament l'indépendance, les indépendances de cette population-là. Il faut voir comment c'est traité hein, au niveau de la métropole. Comment les médias dominants en métropole traitent cette affaire. À qui donne-t-on la parole? On donne la parole à des béquets, Des caldoches. aux caldoches, Nous allons aborder dans la thématique ouais, martiniquaise. à les descendants des familles nobles. Suivez mon regard, parce que les esclavagistes étaient des nobles, hein, en passant. Donc, c'est à eux qu'on donne la parole. Et il faut écouter comment cette bourgeoisie, ces riches, ces classes dominantes, analysent le comportement des populations dominées et des peuples autochtones de ces régions-là. Il faut voir comment ils les traitent. À la limite, vous avez en face un processus qui commence à ressembler à ce qui se passe en Palestine. C'est-à-dire que un double mouvement de colonisation. Ces gens-là réclament un statut spécial, c'est-à-dire que les caldoches, les béquets, etc., en fait, sont en train de réclamer un statut particulier. Il faut qu'on les traite comme des colons, un peu comme les Netanyahou et les colons en Israël. C'est-à-dire que, regardez leur dynamique. C'est la même dynamique que ces gens-là sont en train de réclamer un peu à l'envers dans ce territoire-là. Et c'est très dangereux ce qui se prépare. C'est très dangereux. Les risques de génocide sont inhérents à tout point de vue. On recourt à la force, à la violence la plus extrême pour neutraliser, n'est-ce pas, des gens qui sont considérés, à défaut d'être des ennemis intérieurs, comme les gens qui sont pas à leur place et qu'il faut faire disparaître par tous les moyens. Donc, on n'a pas affaire à un problème. Ce n'est pas une petite affaire. Et on est surpris de cette indifférence des Africains à l'égard de leurs frères. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est pour ça que le mouvement panafricaniste, il faut comprendre pourquoi la France n'est pas à voir que pour projet de liquider les panafricanistes. Parce que, il n'y a que les panafricanistes pour comprendre ces enjeux-là et les poser sur la table. Les États africains ne sont même pas, je répète, en train de voir même l'importance de l'enjeu-ci, même dans le cadre des négociations diplomatiques. Même utiliser ces questions même pour renforcer les gains diplomatiques, ça ne les intéresse pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on va rester indifférent alors qu'on est en train de massacrer nos frères là-bas? Non, nous ne pouvons pas rester Ce sont nos frères. C'est même ça l'objet de cette édition. Voilà. Donc, on est dans un retour au premier plan des questions de décolonisation que la France n'a jamais accepté. La France n'a jamais accepté de décoloniser. La France, c'est un empire républicain. Moi, je l'appelle, c'est une forme de nouvelle Rome. C'est-à-dire, c'est la République. Et jusqu'à aujourd'hui, elle considère que l'Afrique, c'est une possession coloniale. Il ne faut pas se fier au discours.
la France voulait qu'avoir ce comportement à l'égard des États de l'AES, à l'égard du Mali, du Burkina, du Niger, l'AES, et regarder comment elle envisage son avenir quand il s'agit des pays en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui a changé dans son regard? Au contraire. Au contraire. Au contraire. Donc, c'est le retour du refoulé. Le refoulé colonial, masqué par les os républicains, le refoulé revient en première ligne de manière violente. Et tout le monde voit que bon, cet échafaudage, soi-disant républicain, c'était une grosse farce. Ça ne marche pas. Monsieur le Ça Président. ne marche pas. Et du coup, monsieur Goutou avait raison. On risque de revenir d'un côté les francs. Et d'un côté. Hein, les francs. Bon, laissons les origines celtes, des choses passées comme ça. En tout cas, les francs, l'ethnie européenne, la France, l'ethnie européenne. Et d'un côté, ben, désolé, les indigènes, les sous-hommes. En tout cas, on y est. Hein. On y est. Monsieur le Président Banakani, vous avez parlé d'un doom statue, c'est-à-dire des médias, c'est-à-dire un souterrain des médias qui n'en parlent pas de la souffrance de ces États. Et vous avez évoqué tout à l'heure la spécificité de la Martinique. Et la Martinique qui est réputée comme... qui est réputée paisible, si on peut dire comme ça. Paisible. Elle est réputée, elle est qu'on peut dire, le territoire qui est plus paisible par rapport... Mais sauf que cette fois-ci, elle est en ébullition, Monsieur le Président. Les populations manifestent violemment. Vous le faites penser à nécessaire. Et le discours officiel, comme vous le savez, est toujours dans la manipulation. Les médias parlent de la vie chère. Mais et pourtant, lorsqu'on creuse, on constate que l'État français dit qu'elle multiplie des réunions pour résoudre cette vie chère. Mais pourtant, la population de la Martinique, elle évoque autre chose. Elle indique clairement que les difficultés de la Martinique ne se réduisent pas exclusivement à la vie chère, Monsieur le Président, mais c'est la conséquence logique d'une économie artificielle qu'elle dit orientée vers la France et l'Europe, qui ignore, Monsieur le Président, au moins et réprime, au pire, toute opportunité pouvant surgir de l'Amérique ou des Caraïbes. Mais Monsieur le Président Banakani, nous sommes en train de traiter le sujet des territoires ultramarins. Et là, on fait constat d'un système des hautes mers dont est victime la Martinique. Et de manière consécutive, on parle aussi là d'un capitalisme mercantile adossé dans ce territoire. Monsieur le Président, la France en état actuel, vous avez souvent eu à faire les émissions sur le statut économique actuel de la France. Est-ce que la France, donc en état actuel, a les moyens, et même les moyens seulement pour maîtriser, et quels sont les leviers structurels que la France possède de manière économique pour résoudre la crise actuelle de manière spécifique à la Martinique? Moi, je n'analyse pas les processus qui sont en cours dans ces territoires-là du point de vue du récit officiel. Bon, mais je veux quand même vous conseiller que, ok, jouons le jeu. La France, qui donne tant de leçons aux pays africains, qui se présente en modèle de réussite, en pays riche. La France, c'est toute la France, métropolitaine et ultramarine. Tout ça, c'est la France. Puisque, je vous dis, tout ça, c'est la République française. Alors, comment on peut expliquer donc que la République française, n'est-ce pas, a une métropole riche dans son centre blanc, dans son centre blanc, dans son centre blanc, je laisse de côté, à l'heure actuelle, l'appauvrissement continu des classes moyennes en France et l'invisibilité des banlieues. Puisqu'on fait un procès à mort à M. Mélenchon d'intégrer dans sa stratégie électorale la conquête des banlieues. Et pour ça, on le traite des fascistes.
Je voudrais vous rappeler que les banlieues, c'est la France. Ce sont des territoires français. Ce sont des quartiers français. Mais, comme je vous ai dit, dans la véritable architecture de la France telle qu'elle est, c'est extraordinaire. C'est-à-dire de considérer que les Français, à partir du moment où ils vivent dans les banlieues, ou proviennent des banlieues, sont des Français, je ne veux pas dire seconde, de troisième zone, de quatrième catégorie. Au point où on est prêt à dire, on diabolise un homme politique parce que dans ta stratégie, il dit, moi je veux conquérir le vote de ces gens-là. On dit non, c'est l'islamo-gauchisme. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre ce que ça sous-tend. Ça veut dire que, vous voyez très bien que cette république-là, elle est à cheval, elle est écartelée entre sa véritable souche qu'elle considère comme étant sa souche originelle, c'est ce que M. Nguessi a appelé les Francs, devenus chrétiens, depuis le baptême de Clovis, ils sont chrétiens. Et d'un côté, une France qu'on ne peut pas accepter dans la République, pourtant on prétend qu'elle est dans la République, c'est la France des musulmans et de tous les déclassés de la République, des immigrés. Continuons. Comment peut-on expliquer que la France, donc, qui donne les leçons, bien gouvernée, pays riche, est réservée à ce territoire d'outre-mer un tel sort? Vous connaissez les taux de chômage dans ces territoires-là? Ça culmine dans les 30-40% de taux de chômage. Vous imaginez le niveau de concentration de revenus? Dans ce territoire, c'est pratiquement moins d'1% de la population qui contrôle tous les moyens de production, qui contrôle toutes les terres. Et quand vous rappelez que ce sont des colonies, vous comprenez très bien que ce ne sont pas leurs terres. C'est les terres qu'on a arrachées à des autochtones, la question foncière. La Martinique en particulier, c'est près de 30% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et vous avez des chiffres de 30% chez les enfants. C'est grave, hein? 30-33% chez les enfants. Vous avez un phénomène actuellement de la vie chère, c'est quoi? Si on veut parler de la vie chère, c'est l'augmentation des prix des produits alimentaires de base, 40%. Mais comment on peut expliquer ça? Comment la France peut laisser comme ça sur le bord du chemin des populations, soi-disant, français? Et ces mêmes populations dénoncent aussi la dévaluation des ressources, des produits du territoire, les produits agricoles du territoire. Je vous dis, jouons le jeu. Donc ce sont les Français. Comment on peut expliquer que l'État français, depuis bientôt, si on part à partir des années 60, ça a bientôt fait combien d'années? Bientôt 100 ans. Comment on peut expliquer le fait que une bonne partie de la France est abandonnée dans la misère totale, absolue, et qu'une poignée de la France métropolitaine, et encore, il faut préciser, dans cette France métropolitaine, c'est la France blanche qui est riche, parlons comme ça, qui est riche. Mais comment on peut expliquer ça? C'est quelle république ça? C'est ça l'égalité, la paix, la fraternité? Oui, même que si on joue même le jeu de cette architecture de la République, comment on peut expliquer ça? Mais c'est ça la question du racisme en France. Ça ne s'explique pas l'incorporation du racisme comme étant un des leviers essentiels de la républicanité en France. En France, les Français de souche, les Blancs, chrétiens, sont supérieurs aux immigrés français musulmans. Alors c'est grave alors. Sont sus, c'est-à-dire qu'ils sont alors, c'est-à-dire les Français, les Noirs, les Français noirs, et encore les habitants des dom-toms. C'est mieux d'appeler ça comme ça, parce que le langage qu'on nous impose là ne rend pas compte de la réalité. Les populations des dom-toms ne sont pas les êtres humains. C'est ce que j'appelle la République à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que vous voyez que la France, et pourquoi
nos frères noirs, ultramarins des Antilles, pourquoi ils sont traités comme ça? Mais comment voulez-vous qu'ils aient un statut différent de la nôtre? Nous, les anciennes colonies françaises, est-ce que nous sommes libres? Est-ce qu'on nous considère comme les hommes en France? Est-ce que la France nous considère comme les hommes? Comment elle regarde ces anciennes colonies? Et comment voulez-vous que par miracle, nos frères africains qui sont là-bas, qu'elle a esclavagisé, qu'elle a colonisé, comment voulez-vous qu'elle les regarde d'un regard différent comme étant des Français, c'est-à-dire des Français blancs? Mais c'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi je vous parle c'est une fausse république. Et M. Mélenchon doit gérer ses contradictions. Hein. Ces élans-là, c'est le parti de la République, machin, comme ça. Oui, mais d'accord, ok. Le discours de M. Mélenchon, c'est, d'accord, c'est la partie des droits de l'homme, tout Français est chez lui en France, pourvu que il revendique les idéaux républicains. Vous faites bien d'en parler, Monsieur le Président. Mais les territoires, là, ils n'ont pas refusé ce qu'on leur a proposé au départ. Hein. On parle de la Martinique. Le grand Aimé Césaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a opté pour la départementalisation. Dès le départ. Il a refusé l'indépendance pour la départementalisation. Départementalisation. C'était le choix de Césaire. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Mais comment on peut expliquer qu'aujourd'hui en Martinique, on soit dans une situation d'apartheid? C'est l'apartheid qu'il s'agit. C'est-à-dire que l'économie du pays est dans les mains des béquets. Et leurs amis, tu as donné un nom tout à l'heure là. Caldoche. En Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est-à-dire que dans leurs mains, l'économie locale est bloquée. On est dans une situation économique de colonisation. C'est un capitalisme colonial. Le type colonial qu'on exerce en Martinique. Mais sans oublier la question indigène. Parce que les Noirs martiniquais sont comme des indigènes. Comme des indigènes. Mais comment on peut expliquer ça depuis la 5e République jusqu'à présent? Comment la France n'avait pas réglé ce problème et continue à traiter, c'est-à-dire qu'une bonne partie de sa population, une bonne partie de son peuple, de cette manière, sur les modalités de la colonisation. C'est pour ça que ces populations-là, quand elles posent leurs problèmes, elles le posent sur le prisme de la continuité de la colonisation. Et elles posent leurs problèmes comme étant des problèmes de décolonisation et de libération. À la différence que la France, en se cachant derrière la façade républicaine, interdit au monde d'aborder ce problème. C'est ça l'enjeu. Parce que c'est la République française. Ils appartiennent ce territoire au territoire français. C'est consacré par les lois. Vous voyez l'enjeu? Vous voyez la ruse criminelle de la France. C'est-à-dire que, qui va venir? Non, c'est le problème intérieur à la France. Vous faites bien d'en parler, monsieur. Oui, mais c'est la décolonisation. Mais attends, sur le plan juridique, c'est un territoire français. Ce n'est pas un problème de menace. Ça menace pas la sécurité nationale. On peut massacrer ces gens-là devant nous. Et si ça a commencé comme ça, qui va parler? C'est un problème intérieur à la France. Sauf que, quand ça concerne d'autres pays, la France se mêle avec la morgue du coq. Elle se mêle avec, au nom de l'universalité des Lumières. Les Mélenchon vont sortir et dire que non, partout où l'être humain est menacé, la France a son mot à dire. Mais pourtant, en France, dans ce territoire, c'est la colonisation. Les Mélenchon même le connaissent, tous le connaissent, mais personne ne franchit la ligne rouge. Personne ne franchit la ligne rouge. Puisqu'en même temps, personne n'est prêt à lâcher le butin colonial qui est constitué par toute cette richesse ultramarine, tout ce butin colonial ultramarine qui va jusqu'à... Parce que quand on parle de Nouvelle-Calédonie, mais c'est loin, hein? Bien sûr. Oui, monsieur. C'est très loin de la métropole, hein? C'est au sud Pacifique. Voilà, Pacifique. Donc, c'est-à-dire que toute cette territorialité française qui l'a conduit jusqu'au Pacifique, personne ne peut lâcher ça. Personne ne peut lâcher ça. Les Français, tous les partis sont d'accord là-dessus. Que ça fait partie de la grandeur de la France. Pour que la France soit un grand pays, mais il faut que tous ces nègres-là se taisent. Et d'ailleurs, d'où la dynamique de remplacement. En Nouvelle-Calédonie, c'est quoi? La population autochtone est marginalisée, pour ne pas dire relativisée, par l'apport
de nouveaux habitants, d'une nouvelle population fabriquée de toutes pièces. L'immigration pour venir L'immigration. métropole. Alors, de la métropole, est-ce qu'on ne voit pas ça? Mais ça se passe devant nos yeux. Et on fait semblant. On a invisibilisé la question des dom-toms. Et cette réforme aussi à la fin, la transformation de Drom en com là, c'est encore pour masquer ça correctement. Monsieur le Président, juste pour vous relancer sur la même lancée, vous faites bien d'en parler parce que nos frères de l'autre côté doivent être très contents de vous écouter parce que les médias officiels de la France parlent d'une vie chère. Et par contre, certaines interviews qui ont fuité de la Martinique faisaient état que l'économie locale de la Martinique va disparaître au profit d'une économie capitaliste et artificielle que vous avez dit. Et ils lançaient des cris d'alerte, les architectes lançaient des cris d'alerte et décriaient le fait que cette situation n'est pas remontée au sein des plateaux télévisés des médias officiels. Je vous dis ceci. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que c'est un double processus de colonisation. Il y a une colonisation historique qui succède à l'esclavage et qui plonge ces populations dans la nuit la plus noire qu'elles vivent depuis très longtemps. Maintenant, il y a une colonisation maintenant, comme elle est purement, c'est un retour, c'est-à-dire que c'est un double mouvement historique. Le premier mouvement historique de colonisation est ce que nous avons connu. Et Napoléon, avec le retour de l'esclavage, la relégalisation de l'esclavage, la colonisation, qui aboutit à ce premier cycle de dom-tom. Maintenant, le nouveau mouvement, c'est ce mouvement de l'immigration, l'immigration de la métropole maintenant, qui va s'installer là-bas dans l'optique que tôt ou tard, on fera disparaître ces autochtones. Je vous dis, les Kanaks sont passés en moins d'un siècle, d'1 million d'habitants pratiquement, à moins de 200 000. C'est moins de 100 000, ils sont maintenant à 80 000. Mais qui parle de ça? Dans 50 ans, ils seront combien? Si ça continue comme ça, ils seront combien? Alors, l'enjeu de l'économie martiniquaise, prenons deux symboles. Le mouvement qui gère la révolte, les manifestations de la révolte en Martinique, c'était quoi? France. FRAC. C'est-à-dire que, je vais trouver le mot, hein. L'homme n'est rien sans son bord. Voilà. Sans ses notes, c'est mieux. Oui, je vais trouver ce mot-là. Le Front de Libération Nationale. Non. Je parle de la Martinique. Martinique. Voilà. C'est le REPRAC, Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-africaines. Regardez comment ce mouvement se dénomme. Regardez le nom que le mouvement prend. C'est ce que vous avez dit. Le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-africaines. Le REPRAC. Le REPRAC, pardon, oui, c'est le REPRAC. R-P-R-A-C. Voilà comment le mouvement qui est en première ligne dans ce combat se dénomme. Ça parle plus que tout. Il y a une conscience de c'est un message qu'ils envoient à leurs frères africains. C'est un message qu'ils envoient à leurs frères africains. Mais dis donc, c'est un message qu'ils nous envoient. Voilà comment ils posent leurs problèmes. Il dit que Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-africaines. Il dit que les ressources-là sont les ressources afro-africaines. Et ces gens-ci, ce n'est pas un syndicat. Hein? Ce n'est pas un syndicat. C'est-à-dire que même les syndicats sont débordés par eux. Parce que la France a mis une manière de jaunir les syndicats, de les jaunir. Et on connaît en France, il y a tout un processus de jaunissement des syndicats en France qui fait qu'aujourd'hui, l'État français a les manettes à main pour maîtriser les mouvements syndicaux. Elle a créé, ils sont d'abord, on les a divisés, comme l'habitude, les modérés, les extrémistes, les responsables. Non, on a divisé. Ce mouvement-ci a débordé le mouvement syndical. C'est un authentique mouvement social, mais qui revendique la décolonisation. Non, on ne peut pas parler mieux que ces gens-ci. On est au XXIe siècle. Voilà comment ils posent leurs problèmes. Voilà comment ils posent leurs problèmes. Et ça rejoint toute l'analyse que je suis en train de vous faire. Tout à fait, monsieur. Alors, donc, la vie chère, c'est pour les Tintins. La vie chère, c'est quoi? La vie chère, c'est le nom par lequel la France veut déguiser le problème.
Voilà comment ils posent le problème. Et dans tous ces territoires, c'est pareil. Dans tous ces territoires, c'est pareil. Vous avez des taux de pauvreté extraordinaires. Dans un pays extrêmement riche comme la France, modèle de gouvernance, champion du développement et du progrès, grande puissance internationale, des taux de pauvreté qui dépassent les 45%. Deuxième élément qui caractérise, les moyens de production, les cycles de distribution des produits sont dans les mains moins d'1% de la population. Des béquets et leurs collègues bourgeois blancs qui viennent de la métropole et s'installent. Et on connaît très bien les marques là qui contrôlent cette affaire. Ce sont eux qui renchérissent les coûts des denrées alimentaires avec des processus monopolistiques où des gens, c'est-à-dire, s'enrichissent, c'est-à-dire des taxes informelles intermédiaires qui s'enrichissent et finalement, on fait payer ça à la population. Tout ça dans un processus de destruction et de blocage de l'expansion de l'économie locale. C'est pas qu'ils ne savent rien faire. Mais on bloque. On appelle ça le blocage des forces productives locales. Voilà pourquoi c'est une économie, j'appelle ça capitalisme colonial, de type colonial. On bloque l'économie locale. C'est ma capacité d'émergence qui aurait permis à la population de mieux vivre, de se développer. On bloque ça. Et les béquets sont les descendants directs des esclavagistes. Vous voyez quoi? Il n'y a jamais eu rupture. Il n'y a jamais eu rupture. Donc en fait, ce sont les nouveaux esclavagistes. Ils monopolisent la terre. Ils monopolisent la terre. Et en plus maintenant, et par là, ils font ce que l'histoire du capitalisme nous enseigne ça. Comment on est passé de l'esclavage, on est passé évidemment la colonisation. Au capitalisme industriel. L'émergence du capitalisme industriel. On voit très bien. Marx appelle ça l'esclavage salarié. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est l'équipe qui possède les moyens de production. Et vous avez toute l'histoire de cette île-là. Vous avez tous leurs problèmes. Et les populations locales ont très bien compris ça. Voilà pourquoi elles vous disent, nous sommes le rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-africaines. C'est une honte pour l'Afrique de ne pas s'intéresser à ça. C'est une honte pour l'Afrique. Heureusement, M. le Président Banakani, que les panafricanistes comme vous avez écouté le son de cloche. On n'a jamais cessé de faire ça. Le deuxième symbole, c'est, si vous permettez, c'est la question des CRRS, de la répression en Martinique. Donc vous dire que la Martinique est paisible. Non, elle n'a jamais été paisible. C'est l'histoire des révoltes ouvrières. C'est-à-dire que la question coloniale, à un moment donné, a pris la forme des révoltes ouvrières, des combats ouvriers dans les années 59, dans les années 60. Et comment la France a toujours répondu? Vous allez voir le symbole. On a toujours envoyé les CRRS pour aller casser les manifestations. Et ça s'est toujours soldé par des morts. Et à un moment donné, la honte a fait que la France a dit ok, il y a eu un consensus comme ça, on n'envoie plus les CRRS. Mais pourquoi maintenant, cette fois-ci? Pourquoi la France a envoyé les CRRS? Mais on provoque ces gens. C'est-à-dire, il y a des symboles. Et l'État français joue avec les symboles là pour le dire. Et les populations en France comprennent ça. Que la France, vous rêvez, vous ne connaissez pas la France. Quand vous écoutez un réactionnaire comme Retailleau, écoutez-le parler, ce monsieur. Vous voyez pas le prototype même du blanc qui considère que la France, c'est les francs blancs chrétiens. Le reste là, ce sont des périphériques qui sont des esclaves. Où ils acceptent l'esclavage, où ils disparaissent. C'est ça, Retailleau et sa tête. Retailleau, c'est ça son discours. Qu'est-ce qu'il dit le maintien? L'ordre. Il faut de l'ordre. L'ordre, c'est quoi? C'est casser les manifestants. Ils ont beau être pacifiques, ils ont beau même tout fait pour éviter qu'il y ait des débordements, mais on va les provoquer. Oh, trouver. Ils ont tiré sur les... Il y a toujours... Ils ont tiré. Les béquets, les caldos tirent. On dit ces populations, ils ont tiré. Et ça justifie la présence des CRS qui viennent casser de la manifestation. Donc, c'est un double symbole. Le symbole du groupe dirigeant et le nom que les manifestations ont pris, et de le retour en premier plan du CRS. C'est pas le fait du hasard. C'est pas le fait du hasard. Okay. Je voulais essayer d'écouter la question du Covid tel qu'il a sévi dans ce territoire-là. Et en particulier, et encore à Martinique à l'époque. Tout ça. J'ai dit ça de côté. C'était clair. Et les populations se sont levées. Et on dit, on voit là où vous voulez vous arriver. C'est l'occasion de nous exterminer. C'était l'extermination. Pour prendre nos terres et tuer une fois les revendications de décolonisation.
Oui, Monsieur le Président Bandakani, si les mouvements indépendantistes kanak et la revendication indépendantiste mahoraise ont été rapportés par les médias, ceux-ci ne sont pas les seuls mouvements similaires dans les dom-toms, Monsieur le Président Bandakani. Parce qu'en effet, il y a peu, nous avons été informés, Monsieur le Président, qu'en raison des émeutes en Guadeloupe, le couvre-feu a été, pour mineurs précisément, a été étendu encore à une bonne partie du territoire guadeloupéen. À La Réunion notamment, il y a des affrontements qui sont devenus de plus en plus fréquents. Et dans ces affrontements, ils sont souvent assez violents. Et la situation économique à La Réunion est particulièrement grave, à tel point qu'elle est qualifiée comme préoccupante par l'Institut économique des départements d'outre-mer. La Guyane, quant à elle, n'est pas elle aussi en reste. Parce qu'à la Guyane, il y a un mouvement indépendantiste qui a suffisamment pignon sur rue et qui revendique la sortie des relais du pouvoir colonial français. Il propose d'ailleurs un point d'étape sur le processus de décolonisation de la Guyane qui est en cours. Et il convient de rappeler ici, Monsieur le Président Bandakani, que, à toutes fins utiles notamment, que la Guyane est un pays qui est, je ne dirais pas pays, est un territoire, je préfère le dire comme ça, pour éviter les confusions inutiles, est un territoire qui est inscrit sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Monsieur le Président Bandakani, est-il donc osé, au regard des événements que je viens des évidences que je viens de présenter, de croire que les dom-toms français sont travaillés par une dynamique coordonnée de décolonisation qui s'inscrirait, elle, dans un basculement géopolitique de l'unipolarité hégémonique occidentale vers la multipolarité souverainiste globale? Les dom-toms sont dans un processus de panafricanisme clair et net. Ils le disent. Hein. Ils le disent. Et de ce fait, donc, ça rejoint votre basculement. Je vous ai dit, le mouvement panafricaniste a eu le génie que nous avons eu, parce que c'est nous qui avons assumé ça, qui avons été en première ligne, c'était de rétablir le pont avec nos frères là-bas. Que les États, dans leur pragmatisme colonial, néocolonial, nous disent que bon, il y a l'intangibilité des frontières. Nous, les panafricanistes, nous disons qu'il y a les frontières physiques, il y a les frontières immatérielles. Par quelle magie on va me refuser de me sentir lié Un Martiniquais, à un Martiniquais, un Kanak, à un Kanak? un Guadeloupéen. Par quelle magie? C'est mon frère. C'est-à-dire c'est mon frère. C'est-à-dire qu'aucune frontière physique, ce n'est pas la conférence de Berlin et les histoires que nous avons fait, ne pas annuler ça. C'est ça le panafricanisme. C'est ça le panafricanisme. Effectivement. Voilà, donc, nous démontrons que les batailles qui se jouent dans les territoires colonisés des Antilles, les territoires colonisés qu'on appelle d'outre-mer, les colonies ou les néocolonies d'outre-mer, c'est le mot qu'ils vont employer, que les batailles-là sont les mêmes batailles que nous menons au niveau de l'AES. Ce sont les mêmes batailles. Et contre le même colon, La France. la France. Et la France le sait. Je vous dis que c'est pour ça que... Oh, bon, on ne va pas pleurer sur l'inconsistance géopolitique de nos États. Mais ça vient. Donc c'est le même combat. Alors, si c'est le même combat, ben, il ne peut qu'avoir pour axe stratégique majeur le monde multipolaire. D'ailleurs, auront-ils le choix? La France l'a bien compris. Quand elle accuse maintenant toutes les manifestations là d'être instrumentalisées, soit par la Chine, soit par la Russie. Pourquoi la France fait ça? Elle est dans un complexe extraordinaire du colon. La peur que ces questions deviennent des enjeux globaux de l'heure actuelle. Que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour, comme maintenant la question palestinienne est à l'ordre du jour, que les questions là reviennent comme étant des questions authentiquement coloniales. Et c'est ce qu'elles sont. Elle empêcherait ça comment? Et notre rôle pour l'africanisme... Il y a une censure assez forte sur les événements dans les dom-toms qui se présentent. La censure réussira. Bien sûr, mais le panafricanisme ne peut pas laisser faire. Et là, nous retrouvons une tradition des premiers, deuxième, troisième, quatrième, cinquième congrès des panafricanistes. Ça a toujours été de prendre en charge toutes les questions de l'homme noir dans le monde. La globalité de la question du noir. La globalité des problèmes du peuple noir. Du peuple négro-africain. Ça a toujours été ça, les enjeux panafricanistes. Donc, les questions martiniquaises sont des questions africaines. Les questions guadeloupéennes sont des questions africaines. J'allais dire négro-africaines. Les questions de la Guyane sont des questions négro-africaines. Et s'inscrivent dans le même processus historique.
qui a commencé avec l'esclavage, continue avec la colonisation, qui continue avec le néocolonialisme, et français, toujours en face de la France. Il faut lire cet événement-là comme ça, il n'y a pas de lecture. Sinon, on joue le jeu, bon, on fait comme la France. Mais je voudrais rebondir en disant que le carcan juridique constitutionnel là, que la France impose à cette dynamique, mais ça ne va pas tenir, ça va exploser. C'est ça le problème. C'est un cancer. C'est un peu comme la question noire aux États-Unis. C'est un cancer qui se métastase dans la République et la pourrit de l'intérieur. Aggrave déjà même ce pourrissement qui a commencé avec le racisme, la pression raciste, qui travaille l'État français. Monsieur le Président. Et dont il est incapable de se séparer. Quand vous faites allusion aux panafricanistes, c'est comme une porte d'espoir pour ces territoires que vous présentez. Quand vous dites que le panafricanisme, il y a une prise en compte du panafricanisme dans la conscience de ces territoires et qui aujourd'hui se soulève de plus en plus avec beaucoup plus de théories de faits, comme la création de ce mouvement en Martinique que vous avez dit. Donc, pour sortir de l'émission, Monsieur le Président, est-ce que le panafricanisme là peut être présenté comme cet espoir pour dire à nos frères de l'autre côté que nous sommes au bout du tunnel? Évidemment, mais attendez, non seulement nous répercutons leur lutte, nous prenons ça en charge. Quand je parle panafricanisme ici, il ne faut pas enfermer ça dans n'importe quel carcan. On dit qu'ils sont dans des combats, ils luttent depuis, ils ne nous ont pas attendu pour lutter, ils luttent depuis. Ils luttent depuis. L'événement nouveau, c'est que le pont est rétabli. Et ici, dans le contexte ici, être panafricaniste, c'est dire que leurs combats sont les nôtres. Tout à fait. Je suis martiniquais. Je suis kanaki. Guadeloupéen. Je suis guadeloupéen, je suis réunionnais. Polynésien, comorien. Je suis tout ça. Mahorais. Et ça veut dire. Et donc, comme la France est tombée aux états de l'AES, elle tombera aussi. Mais c'est clair, je suis ça. Un panafricaniste qui n'est pas comme ça ici, il se passe. C'est-à-dire que bon, il sait pourquoi il se bat. Mais les panafricanistes ne peuvent pas être insensibles au combat de cela. Ce sont nos combats. Nous souffrons avec eux, même si on n'est pas sur le territoire. J'ai mal quand je vois tout ce qui est en train de subir. Et quand je vois tout le grand projet de l'empire républicain colonial français, quand je vois ce projet-là, je comprends les batailles qui sont à l'œuvre. Il ne faut pas voir territoire séparé. Si vous les séparez, et c'est le jeu de la France, et les miettes l'ensemble ultramarin noir. Et les miettes, c'est en Guadeloupe, en Réunion, tout ça. Mais il y a le territoire là, quand vous voulez regarder, c'est 5 000 km, hein, et peut-être 10 000 habitants. Vous voyez que, mais si vous voyez ça en tout, c'est tout le territoire. Vous voyez que quand on regarde en tout, qu'est-ce qu'on voit? Tout le territoire de la France, c'est accaparé. Les 3 millions d'habitants. Et qu'elle ne peut pas laisser, non, 3 millions d'habitants, mais tout le territoire. Tout le territoire. Toute cette façade maritime, tout ce bassin maritime qu'elle a. Elle ne peut pas laisser ça. Donc, c'est pour ça qu'elle émiette les populations, et on les départementalise, on donne les statuts spéciaux. Les collectivises, les collectivités. On dit que les drômes et les coms peuvent fondre, on peut fondre les assemblées communaux, bien les départementaux peuvent se fondre et créer des collèges uniques. Il y a tout un confusionnisme juridique entretenu avec des versions législatives. On dit que non, vraiment, la Constitution s'applique, mais à ce niveau-ci, on peut varier, on peut adapter les lois aux circonstances locales, etc., apporter quasi-législatives ou réglementaires. C'est un ensemble un salmigondis de confusion juridique fait à dessein. Fait à dessein pour masquer l'entreprise coloniale, la barbarie coloniale et la volonté d'effacer le visage noir de ces territoires-là. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Alors, personne ne veut dire ça parce que les gens, nos États avaient leur réalisme diplomatique, les fausses sagesses qui masquent les lâchetés, qu'on ne peut pas dire, on refuse de voir. On est dans un monde géopolitique où par la technologie, les gens ont effacé la frontière. Les Blancs se moquent de vous. Est-ce que la frontière, c'est encore un territoire physique? Il y a longtemps qu'ils ont détruit les frontières avec le numérique. Vous êtes là avec votre villageoisie de frontières, territoire intangible. Vous n'avez pas les outils technologiques qui permettent de liquider la frontière physique. Vous parlez de quoi? La moindre chose, c'est une solidarité morale. C'est tendre la main à nos frères. C'est
c'est soutenir le combat. Ça coûte quoi? Mais vous allez voir, ils sont là, personne ne bouge. On dit c'est des affaires intérieures à la France. La France, elle vient se mêler des affaires camerounaises. Elle n'est pas mêlée dans l'affaire de Nozo, la France est dedans. On l'a attrapé la main dans le sac, soutenant l'Amazonie. Je sais de quoi je parle. Vous ne parlez que de ça. Vous avez déjà vu un pays africain un problème, la France ne mêle pas? Dites-moi, maintenant l'histoire donne l'occasion de rééquilibrer cette affaire géopolitique en rétablissant le pont directement avec nos frères. Si les États africains, les élites africaines s'emparent de la question des néocolonies françaises d'outre-mer, mais moi je vous dis, là le point faible de la France. Et je pense que c'est sur cette note. Mais on ne dit pas tout en public. Monsieur le Président Bandakani, nous arrivons ici au terme de cette interview riche et particulièrement intéressante. Nous avons pris la peine et vous êtes prêté au jeu de parcourir de manière assez intéressante la situation réelle des territoires, des DROMCOM. Et alors que nous arrivons au thème de cette interview, Monsieur le Président, nous pouvons dire clairement que les troupes dans les DROMCOM et les revendications, les mouvements sociaux qui s'y expriment rappellent à l'opinion internationale progressiste anticoloniale que la France, en plein 21e siècle, est encore une république coloniale, ce qui est dommage. Empire républicain colonial. Empire républicain colonial. Puisqu'elle s'appelle République. Concédons-lui ça. Empire républicain colonial. Oui, c'est ça. C'est désormais ce que la France aime, Monsieur le Président, et vous l'avez dit de manière péremptoire. La France donc sabote méthodiquement les processus de colonisation, même lorsque ceux-ci sont reconnus par l'ONU et inscrits comme sur la liste des pays à décoloniser. C'est le cas notamment pour Mayotte, c'est le cas notamment pour la Martinique aussi. Mais la France nie cette réalité-là en dépit du cachet onusien qui précède cette réalité, Monsieur le Président Bandakani. Et donc, on constate, Monsieur le Président Bandakani, que l'obsession, voire l'obstination coloniale de la France est une pathologie géopolitique grave. Et pour soigner la France, il faut évidemment lui imposer par la violence, si besoin est, la décolonisation de tous ces dom-toms. Et les panafricanistes sont disposés à jouer ce rôle thérapeutique aux côtés des peuples mélanésiens engagés dans la lutte pour l'indépendance. Tel est, nous le pensons, Monsieur le Président Bandakani, c'est notre responsabilité. La globalité de la question de l'homme africain qui est prise en charge par les panafricanistes. Et vous, Monsieur le Président Bandakani, vous le faites de manière assez osée et assez audacieuse, Monsieur le Président Bandakani. Très chers internautes, mesdames et messieurs, pour nous la décolonisation des dom-toms est relativement proche et indéniablement certaine. Nous vous invitons, alors que cette interview arrive à son terme, de vous abonner pour continuer à être informés en temps opportun de toutes les productions intellectuelles, toutes les productions médiatiques que nous ferons sur des questions, comme vous le savez, urgentes, avec évidemment, comme vous le savez, aussi le président Bandakani qui nous fait l'honneur assez fréquemment d'être présent pour éclairer de la lumière qui est la sienne, l'opinion et la conscience africaine et panafricaniste. Merci, très chers internautes. Nous sommes martiniquais.